L'histoire commence le 3 janvier 1969 en Allemagne. Près de Cologne, à Hürth, Rolf et Elisabeth, un jeune couple allemand issu de la classe ouvrière, donnent naissance à leur premier enfant. À cette époque, sans le savoir, le jeune couple allemand vient de donner naissance à l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la Formule 1. Un pilote qui va marquer l'histoire de son sport en explosant absolument tous les records et devenant le pilote de Formule 1 le plus titré de l'histoire. Entre controverses, coups du génie, succès et déception, laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un pilote qui a bercé mon enfance, qui m'a fait devenir amoureux de ce sport. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Michael Schumacher. Schumacher wins at Spa. Oh, out goes Schumacher. Schumacher replace la Scuderia sur les podiums. L'histoire de Michael Schumacher commence donc en Allemagne. Issu d'une famille modeste, son papa étant maçon et sa maman responsable d'un petit restaurant, la passion du sport automobile va lui être transmise par son papa. Dès l'âge de 4 ans, Rolf Schumacher va offrir à son fils un kart. Alors, c'est un bien grand mot, il va lui bidouiller un kart avec un moteur de mobilette sur un kart à pédales. Et c'est ici que la passion du sport automobile démarre pour Michael Schumacher. Dans un premier temps, cette petite machine bidouillée par son père va largement suffire pour remplir de bonheur son fils. Il va enchaîner jour après jour, nuit après nuit, les tours devant la maison familiale jusqu'au jour où il va se prendre un lampadaire. Ce lampadaire qui va grandement inquiéter son père d'un point de vue sécurité, et c'est à ce moment-là que Rolf Schumacher va donc décider d'inscrire son fils dans un club de karting afin qu'il puisse rouler aussi souvent qu'il le veut, mais dans des conditions beaucoup plus sécurisées. C'est donc à l'âge de 4 ans que Michael Schumacher débute le sport automobile sur circuit, sur le circuit de Kerpen à Orem en Allemagne. Et pour l'occasion, son papa décide de lui prendre un kart un petit peu plus puissant. Il décide de louer un kart au circuit et l'améliore lui-même en faisant les poubelles de l'établissement et en récupérant des pièces que d'autres familles pouvaient laisser traîner en quittant le circuit. Malgré la faible performance du kart que le père de Michael lui offre, il va quand même très rapidement impressionner de ses performances. Il remporte sa première compétition de karting et c'est cette même époque qu'il va rencontrer un homme, Jürgen Dilk, qui va lui permettre d'évoluer dans sa carrière de jeune pilote. Il va l'accompagner dans son développement, dans sa croissance, mais surtout en investissant pour lui permettre de faire plus de compétitions en Allemagne. L'année 1980 va être le début du tournant de la carrière de Michael Schumacher. Il va se rendre en Belgique pour assister au championnat du monde de karting FIA et va rencontrer pour la toute première fois Ayrton Senna. Ayrton Senna qui terminera deuxième de ce championnat, mais qui deviendra littéralement l'idole du jeune pilote allemand. Impressionné par son pilotage et son charisme, il en fait désormais un exemple de sport automobile. Cette rencontre va motiver encore plus Michael à se développer dans le sport automobile. Il va enchaîner les compétitions régionales, puis nationales, quitte à aller même jusqu'à l'international. En 1982, Michael Schumacher va même jusqu'à rouler sous licence luxembourgeoise. Pour deux raisons. La première, ça coûte moins cher qu'une licence allemande, mais surtout, ce n'était pas réservé aux plus de 14 ans, ce qui lui empêchait de participer à certaines compétitions. Bon, l'année suivante, Michael Schumacher, 14 ans, décide donc de reprendre la licence allemande et les 2 années qui vont suivre, 84 et 85, Michael Schumacher va remporter les championnats d'Allemagne de karting en junior. 1985 va marquer une première étape dans la carrière de Michael Schumacher. En plus de remporter les championnats allemands en junior, il va aussi terminer deuxième du championnat du monde de junior de karting. Des résultats sportifs très encourageants en 1985, mais un entourage très inquiet. En effet, sa famille, ses proches et Jürgen Dilk, son mentor, ne sont pas très enclins à le voir continuer en sport automobile. La raison est simple, Jürgen Dilk venait de perdre un proche lors d'une course de voiture et ne souhaitait pas voir son poulain continuer dans ce domaine. Michael Schumacher ne l'entend pas du tout de cette oreille. Après ses premiers succès, Michael Schumacher veut continuer et fait une promesse à son mentor et son entourage de continuer le sport automobile, mais de ne jamais participer à un championnat du monde de Formule 1. Au-delà de ça, ses parents sont très inquiets que Michael ne termine pas ses études. Il est encore lycéen et vient de remporter le championnat d'Allemagne et d'Europe en karting. Et les parents aimeraient quand même bien voir leur fils aller jusqu'au bout du cursus scolaire.
C'est une chose qu'il va faire seulement pour ses parents parce que croyez-moi que l'école n'était pas un point fort pour Michael Schumacher, mis à part une matière. Et là, il était pas bête, l'anglais. L'allemand adore cette matière à l'école pour la simple et unique raison qu'il sait très bien que cette matière lui permettra d'aller beaucoup plus loin dans sa carrière en sport automobile. Toujours en pensant à sa carrière en sport automobile, une fois qu'il terminera le lycée, Michael Schumacher va devenir mécanicien. L'objectif, il est très simple, c'est de travailler sur des voitures, comprendre la mécanique d'une voiture pour pouvoir mieux régler et mieux développer ses performances en sport automobile. Dites-vous bien une chose, avec Schumacher, il n'y a que la performance et l'excellence qui comptent. Comprendre comment fonctionnait cette voiture, comment discuter avec des ingénieurs ou des mécaniciens était primordial. Il avait besoin de tout comprendre, de tout savoir et surtout de tout gérer dans sa voiture. Après quelques tests, fin 1987, Michael Schumacher décide enfin de franchir une étape et de passer en monoplace. En 1988, il commence sa première saison de Formule Ford où il terminera vice-champion avec une victoire et en parallèle il participera aussi à la Formule Koning. Alors aujourd'hui ce serait la F4 allemande. Il remporte le titre avec 9 victoires en 10 courses. C'est pour vous montrer déjà le talent et le succès qu'avait Michael Schumacher dans ses premières années. Cette réussite en monoplace ne va pas passer inaperçue aux yeux du monde du sport automobile et surtout d'un certain Willy Weber, homme d'affaires allemand qui va décider de prendre Michael sous son aide afin de l'aider à se développer et surtout investir dans sa carrière pour qu'il puisse progresser étape par étape en sport automobile. La première étape pour l'Allemand va être de passer en Formule 3. Il va être placé chez WTS Racing, une équipe de Formule 3 allemande, et la première saison va plutôt bien se passer. Malgré des conditions de vie quand même difficiles, il va vivre dans le motorhome de l'équipe, il va se balader en bus, il va prendre des douches dans les paddocks. La première saison est donc plutôt bonne, avec 2 victoires et 7 podiums, et la saison suivante va être encore meilleure, cette fois-ci, avec 5 victoires, dont une à Macao, et on se rappelle d'un très légendaire accrochage avec un certain Mika Häkkinen, que vous connaissez bien, et une défense, pour ma foi, plutôt musclée de la part du futur septuple champion du monde. C'était clairement les prémices d'une rivalité, et on voyait déjà le caractère fort de Michael au volant d'une voiture. Mais l'année suivante, 1991, va réserver bien des surprises à Michael Schumacher et bouleverser sa carrière. La saison 1991 marque clairement un tournant dans la carrière de Schumacher. Après avoir fait 3 ans en monoplace, être passé de la F4 à la F3, la suite logique aurait été la F3000, ce qui est l'antichambre de la Formule 1 à l'époque, ce qu'aujourd'hui on pourrait comparer à la Formule 2. Malgré les offres reçues, l'Allemand va refuser d'aller en F3000 pour se tourner vers l'endurance, un style de pilotage totalement différent. Michael Schumacher va donc tourner le dos à la monoplace et se diriger en endurance avec l'équipe Mercedes. Alors il va avoir l'occasion de participer à de nombreuses courses d'endurance, mais malheureusement pour lui, sa voiture n'est pas la plus fiable. Et malgré la performance présente, l'équipe rencontre de gros problèmes de fiabilité. On peut quand même noter un meilleur tour lors des 24 heures du Mans 1991, là où son équipage terminera 5e. Malgré les bonnes performances de Michael Schumacher en endurance, il semblerait que son destin ne soit pas lié dans cette catégorie. Une offre va venir toquer à la porte de Michael Schumacher et c'est le genre d'offre qu'on ne peut pas refuser en tant que pilote. Schumacher was available this weekend. He had no other commitments. But it's nice though, isn't it? Yeah, sure, it's nice, but it's quite a lot. À quelques jours du Grand Prix de Belgique 1991, Bertrand Gachot, alors pilote franco-belge pour l'écurie Jordan, est arrêté à Londres. Bon, l'histoire elle est un peu bête, mais il s'est battu avec un chauffeur de taxi qui l'avait insulté, il l'a gazé avec du lacrymo, c'est un crime avec une arme, bref, le mec prend 18 mois de prison, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que Bertrand Gachot, arrêté et en prison, ne peut pas finir la saison 1991 de Formule 1. Donc ni une ni deux, Willy Weber, le manager de Michael Schumacher, décide d'appeler Eddie Jordan et lui vanter les talents de son pilote. Il faut savoir qu'en 91, personne n'a entendu parler de Michael Schumacher. Eddie Jordan n'a aucune idée de qui est ce jeune pilote allemand. Alors, Willy Weber, en tant que bon manager, va bien évidemment vendre les talents de son pilote en disant qu'il a remporté le Grand Prix de Macao, qu'il a souvent roulé en Belgique, qu'il connaît très bien le tracé de Spa-Francorchamps. C'est totalement faux. Michael Schumacher, à cette époque, n'a jamais roulé en Belgique. Il est venu une fois en tant que spectateur et Eddie Jordan se dit « Bon, en vrai, allez, ça part ». Eddie Jordan décide donc d'accepter d'offrir un test à Schumacher à Silverstone au volant d'une de ses voitures. Et là,
stupéfaction. Dès les premiers tours de piste, le jeune prodige allemand atomise les chronos de Andrea De Cesari. Un petit peu plus de 3 ans après avoir démarré en monoplace, Michael Schumacher va donc faire ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Belgique 1991. Vous vous souvenez la petite promesse pour les parents comme quoi il irait jamais en Formule 1 ? Bizarre. Pour son premier Grand Prix, Michael Schumacher va impressionner le paddock et surtout en séance de qualification. Il va prendre la 7e position, 1 seconde plus rapide que son coéquipier pilote titulaire chez Jordan. Malheureusement pour le pilote allemand, la course va être un petit peu moins bonne vu qu'il va tout simplement abandonner pour des problèmes d'embrayage. Mais cette séance de qualification, cette 7e place, aura suffi pour attirer l'œil de tous les patrons du paddock de Formule 1. Tout le monde se demande d'où sort ce pilote et comment est-ce que ce pilote peut être aussi rapide. Parmi tous ces patrons de Formule 1 qui s'intéressent à ce jeune Michael Schumacher, il y a un pilote que vous devez bien connaître en particulier, un certain Flavio Briatore. Et quand Flavio Briatore veut quelque chose, il l'obtient. Flavio Briatore va donc entamer des négociations avec Michael Schumacher pour le faire modifier son contrat afin qu'il puisse être libéré de chez Jordan pour rejoindre Benetton et devenir le coéquipier de Nelson Piquet. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, d'un point de vue légal, c'est interdit. C'est totalement illégal ce que Flavio Briatore a fait, mais bon, la chose est telle que Flavio Briatore réussit et Schumacher rejoint donc Benetton pour la suite de la saison 1991. C'est une occasion en or pour lui de rejoindre Benetton avec une voiture beaucoup plus compétitive afin de prouver réellement son talent sur la fin de saison 91. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va déjà dominer son coéquipier. Lors des 6 dernières courses, il va le battre 5 fois en qualification et il va terminer 5e lors de son 2e Grand Prix en Formule 1. Cette fin de saison 1991 est très encourageante. Et le début de saison 1992 va littéralement confirmer ce que tout le monde pensait de Michael Schumacher. D'où sort ce talent? Qui est ce pilote et comment fait-il pour aller aussi vite? Dès la 2e course de la saison, au Mexique, Michael Schumacher monte sur son premier podium en Formule 1. Et c'est le déclic littéralement pour le pilote allemand qui va monter en confiance, aller de plus en plus vite, enchaîner les podiums. Cette saison, elle est totalement dominée par Williams qui a de loin la meilleure voiture, mais on aura l'occasion de voir fréquemment Michael Schumacher se hisser sur le podium aux côtés des pilotes Williams jusqu'au Grand Prix de France 1992, où un petit drame va devenir un moment fort de sa carrière en Formule 1. Lors du premier tour, au premier virage, le pilote allemand va venir percuter Ayrton Senna. Son idole d'enfance, rencontré dans les années 80, les deux abandonnent et cet accrochage donne lieu à une scène mythique où Ayrton Senna vient littéralement faire une leçon à Michael Schumacher en lui apprenant comment se passe une course, en lui expliquant qu'il n'a pas à faire ce genre d'accident. Mais l'Allemand va très mal prendre cette scène. Il va très mal prendre les critiques et la morale que le pilote brésilien va lui faire. Pour lui, c'est un réel manque de respect et il n'aurait jamais pu imaginer que son idole lui parlerait comme ça sur un Grand Prix de Formule 1. Bon, malgré cet accrochage et cette petite altercation entre les deux pilotes, ce n'est clairement pas le moment le plus important de la saison 1992. Quasiment un an, jour pour jour après ses débuts en Formule 1, Michael Schumacher, sur le même circuit où il a débuté en Formule 1, remporte la toute première course de sa carrière. Schumacher wins at Spa. I don't know why, but when I was in the motorhome today, I thought I'm able to win this race, and that was unbelievable. Alors que le Grand Prix se passait sous la pluie, il a réussi à faire la stratégie parfaite pour venir battre les Williams et les McLaren. C'est littéralement la seule voiture, c'est le seul pilote à avoir battu les deux Williams et les deux McLaren lors de cette saison 92. Cette saison se termine avec une très bonne note. Il termine 3e au classement pilote, une place devant Ayrton Senna, son idole. Et la saison 93 ne va pas être si différente. Beaucoup de podiums pour le pilote allemand. Encore une victoire cette fois-ci à Estoril. C'est encore une fois le seul pilote à battre les deux McLaren et les deux Williams en 93. Mais bon, après 2 saisons de Formule 1, Michael Schumacher a de meilleures ambitions. Il aimerait viser plus haut et souhaiterait profiter du changement de réglementation qui arrive en 1994 pour se battre pour un titre de champion du monde. Flavio Briatore l'a bien compris. Schumacher est un pilote très talentueux, très déterminé. Et c'est exactement ce qui va se passer en 1994. Il va remporter les 2 premières courses de la saison, mais il ne va pas simplement remporter ces 2 premières courses. Il va littéralement atomiser le reste de la grille. Quand je vous dis atomiser, les 2 premières victoires de Michael Schumacher en 1994 sont remportées avec quasiment un tour d'avance sur le deuxième.
Michael Schumacher est très clairement le favori en début de saison 1994. Bien que Ayrton Senna avec sa Williams soit performant, Williams est en grande difficulté suite au changement de réglementation. Il y a du mal à rester performant et surtout constant durant les Grands Prix. À cette période, je vous rappelle que Alain Prost venait de prendre sa retraite, Ayrton Senna avait perdu son grand rival et on semblait donc se diriger vers une nouvelle rivalité entre Ayrton Senna et Michael Schumacher. Ce qui renforçait l'idée d'une potentielle rivalité, c'est que malgré les 2 victoires de l'Allemand, c'est quand même Ayrton Senna qui prend les 2 premières pole positions de la saison et qui nous laisse vraiment présager un duel Schumacher-Senna. Du moins, c'est ce qu'on espérait jusqu'au Grand Prix du 1er mai 1994. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 est un tournant dans la carrière de Schumacher, mais aussi dans l'histoire de la Formule 1. J'ai déjà fait une vidéo sur ce week-end noir, si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé en détail durant ce week-end tragique. Au 5e tour, Ayrton Senna, alors en tête du Grand Prix, va perdre le contrôle de sa voiture dans le virage de Tamburello. Sous les yeux de Michael Schumacher, la Williams va venir percuter le mur à pleine vitesse. La course va être interrompue et Ayrton Senna va être héliporté jusqu'à l'hôpital le plus proche à Bologne. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, la course va reprendre. La course va reprendre et Michael Schumacher va remporter ce Grand Prix de Saint-Marin, faisant donc sa 3e victoire de la saison 1994. Sur le podium, ce n'est clairement ni le lieu ni le moment pour célébrer cette course. Et c'est seulement quelques heures après le drapeau à damier que l'on va apprendre à l'hôpital de Bologne que le pilote brésilien Ayrton Senna est décédé. Cette annonce a littéralement l'effet d'une bombe dans le monde du sport automobile, mais surtout de la Formule 1. Michael Schumacher en a reparlé à de nombreuses reprises, mais cet accident de 94 reste un traumatisme pour lui. Michael a mis beaucoup de temps avant d'occulter de son esprit la dangerosité de la Formule 1 et du sport automobile. Ça l'a fait énormément questionner et à cette période, il a remis en question la suite de sa carrière et sa volonté de continuer en Formule 1. Rendez-vous bien compte, mais ce jour-là, Michael Schumacher ne perd pas simplement un collègue de travail ou un rival de piste. Il perd littéralement son idole d'enfance. L'homme qui lui a donné envie de devenir pilote de Formule 1 venait de perdre la vie sous ses yeux. Le reste de la saison 94 a été totalement dominé par Michael Schumacher, remportant 6 des 7 premières courses de la saison, terminant 2e du Grand Prix d'Espagne avec un gros problème de boîte de vitesse. Néanmoins, un problème s'oppose à Michael Schumacher durant cette saison 94, c'est terminer les courses. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, l'Allemand va commettre une erreur lors du tour de formation et dépasser Damon Hill. Interdit littéralement dans le règlement de la Formule 1, il écope d'une pénalité de 5 secondes qu'il doit effectuer à son arrêt au stand. Lors de son arrêt au stand pendant le Grand Prix, Michael Schumacher va venir s'arrêter, va venir remettre de l'essence, mais ne pas effectuer sa pénalité. Il terminera 2e du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais sera disqualifié et surtout suspendu pour 2 Grands Prix de la saison 1994. Le Grand Prix d'Italie à Monza et le Grand Prix du Portugal à Estoril, mais ce n'est pas sa seule disqualification. Lors du Grand Prix de Belgique, il va remporter cette course, mais être disqualifié pour avoir eu une usure trop importante sur la planche sous sa voiture. Résultat, Michael Schumacher se fait disqualifier de 4 Grands Prix et accumule un manque de points, ce qui permet à Damon Hill de revenir au classement pilote et de devenir un candidat très sérieux pour le titre en fin de saison. On arrive donc à la dernière course de la saison à Adélaïde en Australie. Un point sépare Michael Schumacher de Damon Hill à l'avantage du pilote allemand. L'objectif pour Michael Schumacher, il est très simple. Il suffit de terminer devant Damon Hill ou en tout cas marquer plus de points que le pilote anglais pour remporter son premier titre de champion du monde. Sur la grille, l'Allemand prend un bon envol et s'empare de la tête du Grand Prix dès les premiers virages. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus qu'à contrôler. Au fur et à mesure des tours, Michael Schumacher va prendre de l'avance sur le pilote Williams et semble se rapprocher vers ce premier titre de champion du monde jusqu'au 35e tour où, au virage 5, la saison de Michael Schumacher est à 2 doigts de basculer. That looks Schumacher's off. Schumacher's lost time. Hill goes by. Oh, out goes Schumacher. The German is out of the Australian Grand Prix.
En voyant Michael Schumacher se sortir devant lui, Damon Hill profite de l'opportunité au virage 6, plongeant à l'intérieur sur la Benetton. Michael Schumacher, voyant ses chances de titre s'envoler, décide de mettre un coup de volant à l'intérieur pour bloquer Damon Hill. Résultat, la Benetton de l'Allemand chevauche la Williams de son adversaire et termine sa course dans le mur de pneus. Damon Hill, quant à lui, repartira, mais seulement pour quelques kilomètres, vu que sa course s'arrêtera au stand suite à une rupture de suspension. Au jeu des abandons, Michael Schumacher remporte donc son premier titre de champion du monde en 1994 et devient à l'époque le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1. La manière est totalement discutable, on est d'accord, mais la réalité est que Michael Schumacher et Benetton avaient été les plus rapides sur cette saison 94 et la saison 95 n'allait pas être si différente. La machine Schumacher était lancée. Et quand je vous dis lancée, on parle d'un train inarrêtable qui allait tout détruire sur son passage. Pour cette saison 1995, Michael Schumacher remporte son deuxième titre pilote consécutif, offre à Benetton son premier titre en Formule 1, 33 points d'avance sur Damon Hill qui termine deuxième, 9 victoires en 17 courses pour le pilote allemand. Il y a deux grands prix à retenir dans cette saison 1995. Le premier est sa victoire à Spa en Belgique, encore oui, en partant de la 16e place et en remportant la course avec une quinzaine de secondes d'avance. La deuxième est au Nürburgring en Allemagne, après une magnifique bataille dans les 3 derniers tours avec Jean Alesi. Le futur baron rouge s'impose devant le français. À cette période de sa carrière, Michael Schumacher est de loin le meilleur pilote de Formule 1. Personne ne lui arrive à la cheville. On est sur le pilote le plus rapide, on est sur un dominateur et veut absolument tout gagner. Mais ça, pas de n'importe quelle façon. Il souhaite gagner dans la difficulté. Il aime le challenge et c'est pour ça que la saison 1996 va être marquée par un changement qui va grandement lui compliquer la tâche. À la fin de la saison 1995, Michael Schumacher est double champion en titre et actuellement le meilleur pilote sur la grille. Mais Michael souhaite changer d'environnement. Il a besoin de renouveau et 2 équipes vont lui ouvrir ses portes. La première, c'est McLaren, gérée par Rod Dennis, qui souhaite mettre un pilote aux côtés de Mika Häkkinen pour les prochaines années. La deuxième, c'est la Scuderia Ferrari, dirigée par Jean Todt depuis quelques années, équipe mythique, certes, mais en grande difficulté, vu qu'elle n'a pas remporté un titre depuis 10 ans, 1984 pour le constructeur, et depuis 1979, soit 16 ans pour le championnat pilote. Au fil des discussions, Michael Schumacher va se laisser convaincre par Niki Lauda, alors à l'époque responsable des négociations pour la Scuderia Ferrari, et c'est le début de l'une des collaborations les plus fructueuses de l'histoire de la Formule 1. Michael Schumacher rejoint la Scuderia Ferrari, l'équipe la plus mythique pour endosser un des rôles les plus importants, refaire gagner Ferrari en Formule 1. Alors, on va pas se mentir, quand Michael Schumacher arrive chez Ferrari en 96, la situation est très compliquée. Williams domine totalement la Formule 1, Ferrari est en grande difficulté avec une très mauvaise voiture, mais ça, Michael Schumacher le savait, et c'est quelque chose justement qu'il recherchait. Schumacher, quand on le décrit, on parle d'un pilote très talentueux, mais on parle surtout d'un leader, un motivateur de troupe, quelqu'un qui aide les gens à s'améliorer et à mieux performer. Les ingénieurs et les mécaniciens de Maranello étaient très heureux de travailler avec lui, et en retour, lui donnait son maximum afin de les satisfaire, car il avait énormément de connaissances en mécanique. Et oui, il avait été mécanicien plus jeune. C'était un atout qui était fortement apprécié car il pouvait guider, il pouvait expliquer et mieux comprendre les problèmes d'une voiture qui facilitait totalement le développement de sa monoplace. En plus de ça, Michael Schumacher est un mordu du travail. C'est quelqu'un qui arrivait en avance, c'est quelqu'un qui partait après tout le monde et il était toujours là pour aider ses mécaniciens. Il était toujours là pour faire des heures supplémentaires et essayer d'améliorer la situation dans laquelle il était. Michael Schumacher était un pilote extrêmement perfectionniste. Il en demandait beaucoup à sa propre personne, au point de vue du pilotage et du retour technique, mais il en demandait beaucoup aussi aux gens avec qui il travaillait, que ce soit sur les réglages, avec les mécaniciens, et tout ça dans le simple et unique but d'atteindre la perfection. C'était le trait de caractère principal du pilote allemand, la perfection. Toujours penser aux moindres détails
et toujours faire mieux que la course précédente. Et bien au final, ce trait de caractère, cette recherche de perfection pour Michael Schumacher les a grandement aidés en 1996. Il termine 3e du championnat pilote derrière les deux Williams avec 3 victoires. Une en Italie, à domicile, à Monza, une en Belgique sur son circuit préféré où il avait remporté sa première course en Formule 1 et une victoire en Espagne qui est probablement l'une de ses plus belles victoires de sa carrière en Formule 1. Sous une pluie torrentielle, Michael Schumacher remporte le Grand Prix d'Espagne en partant de la 3e position, mais surtout s'impose avec 45 secondes d'avance. Dans des conditions extrêmement difficiles, seulement 6 pilotes arriveront à avoir le drapeau à damier à la fin de la course. Il s'impose dans des conditions où la Ferrari n'était absolument pas performante. Jean Alesi l'a expliqué il y a quelques années au micro de Canal+, la façon dont Michael a remporté cette course était seulement en étant plus agressif. Pour garder ses pneus à température, Michael Schumacher allait de plus en plus vite afin de faire chauffer les pneus là où aucun autre pilote n'a eu le courage d'attaquer aussi fort que lui. En 1997, la Ferrari a déjà une meilleure mine. Alors Williams domine toujours, Williams a toujours la meilleure voiture, mais cette voiture en 97 permettra quand même à Michael de se battre pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix. Michael Schumacher remportera 5 courses dans cette saison, dont l'avant-dernière course au Japon. Dès sa 2e saison chez Ferrari, Michael Schumacher a l'occasion de remporter un titre avec la Scuderia. Plus de 10 ans après le dernier titre, c'est une opportunité en or et Michael Schumacher sait qu'il doit la saisir. Cette dernière course est marquée par un week-end totalement fou. Déjà en séance de qualification, lorsque les 3 premiers pilotes sur la grille effectuent exactement le même chrono au millième près, le pilote Ferrari s'élance 2e derrière Jacques Villeneuve et s'empare de la tête du Grand Prix dès le premier virage. À ce moment-là du Grand Prix, Michael Schumacher prend littéralement son destin en main et se retrouve devant Jacques Villeneuve. À partir de là, il n'a juste qu'à gérer les attaques de la Williams. C'est littéralement le même scénario que Schumacher avait vécu en 94 à Adelaide face à Damon Hill. Tout semble très bien se passer pour Michael Schumacher dans ce Grand Prix de Jerez jusqu'au 48e tour où Jacques Villeneuve décide d'attaquer le pilote allemand et que le championnat 1997 bascule. Est-ce que c'est pas la machine? Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il y va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche. Exactement le même scénario que Adelaide 94 se reproduit. Schumacher se fait attaquer à l'intérieur, ferme violemment la porte sur Jacques Villeneuve et termine sa course dans le bac à gravier. Une exception près, Jacques Villeneuve n'abandonne pas le Grand Prix. Jacques Villeneuve terminera la course 3e et sera donc déclaré champion du monde de Formule 1. L'opportunité de remporter un titre pour Michael Schumacher vient de lui glisser des mains et en plus de ça, la FIA va décider de disqualifier l'Allemand du championnat du monde 1997. L'organisation avait été très claire avant le début de la dernière course. Aucune manœuvre antisportive ne serait tolérée. Et c'est exactement de ça que Michael Schumacher a été accusé et jugé coupable. Il faut savoir que cette décision, elle a un énorme impact sur la réputation de Michael Schumacher à cette époque. Les fans, la presse, tout le monde commence à remettre en question le talent de l'Allemand et sa capacité surtout à gagner un titre avec la Scuderia Ferrari. Malheureusement pour lui, les choses ne vont pas s'arranger car si les Williams vont devenir moins performantes en 98, c'est une autre écurie qui va sortir du lot. McLaren avec Mika Häkkinen. McLaren devient la nouvelle équipe rivale de la Scuderia Ferrari en 1998. Et Michael Schumacher connaît très bien Mika Häkkinen. On rappelle leur accrochage lors du Grand Prix de Macao 1990. Le championnat 1998 est très serré entre Michael Schumacher et Mika Häkkinen. On se retrouve à 4 courses avant la fin de saison. Grand Prix de Belgique, un Grand Prix où Michael Schumacher a toujours excellé et dominé. Le Grand Prix de Belgique 1998 est marqué par une pluie diluvienne. Le circuit est littéralement inondé. Vous vous souvenez sûrement de cet énorme accident au premier virage, au premier tour. Et lors du départ de ce Grand Prix, Mika Häkkinen vient abandonner dès le premier tour, ce qui laisse la voie libre à l'Allemand pour aller s'imposer et prendre la tête du championnat. Michael Schumacher n'en perd pas une miette et prend directement la tête du Grand Prix jusqu'au 25e tour. En totale domination, le Baron Rouge survole ce Grand Prix de Belgique jusqu'au moment où il va revenir sur un retardataire qui va encore une fois faire basculer son Grand Prix. David Coulthard in these appalling conditions. Oh God! Michael Schumacher hits David Coulthard and is out. He's saying, "I'm going to the stewards." James, can you enlighten? He's going to Coulthard. He's going to have it out with David Coulthard.
au moment de venir doubler David Coulthard, alors coéquipier de Mika Häkkinen chez McLaren. À un tour de retard, Michael Schumacher va percuter l'arrière de la McLaren, arracher sa suspension, perdre sa roue. C'est terminé, abandon pour la Ferrari dans ce Grand Prix de Belgique. Il va réussir à ramener la voiture jusqu'au stand, mais en descendant de sa voiture, dans une colère noire, Michael Schumacher va se rendre dans le garage d'à côté chez McLaren pour en venir aux mains avec David Coulthard qu'il juge responsable de l'accident. Les deux pilotes vont être séparés par des mécaniciens de chez McLaren et de chez Ferrari. Les journalistes sont aussi présents jusqu'à ce qu'ils règlent leur compte cette fois-ci dans le camion de la FIA. En sortant du camion, David Coulthard reconnaîtra son implication et s'excusera de l'accident auprès de Michael Schumacher, chose que le pilote allemand ne fera pas. David Coulthard l'a révélé il y a quelques années, le pilote allemand lui avait dit droit dans les yeux après cet accident « Moi, je n'ai rien fait de mal, je ne fais jamais d'erreur ». Vous vous rendez compte de la déclaration? Après un accident, Michael Schumacher regarde l'un de ses meilleurs amis du paddock en lui disant « Je ne fais jamais d'erreur ». Il s'agit quand même d'une déclaration très forte quand on y pense, mais au final, c'est ce qui résumait très bien Michael Schumacher. Quelqu'un d'extrêmement confiant en lui, quelqu'un qui connaissait son talent de pilote, quelqu'un qui était capable de gagner des courses, mais quelqu'un qui des fois avait peut-être un petit peu trop confiance en soi, qui abusait peut-être un petit peu de cette confiance et qui ne se rendait pas compte des erreurs qu'il pouvait faire. Michael Schumacher n'était pas là pour plaire aux gens, ni à ses collègues, ni aux fans de Formule 1. Michael Schumacher était là pour être le meilleur et gagner des grands prix, et c'est ce qu'il définissait le mieux. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais c'était le caractère de Michael Schumacher. Cet accrochage va coûter très cher à Michael Schumacher parce que malgré une victoire à Monza 2 semaines plus tard, le titre en 1998 va lui glisser des doigts. Une nouvelle fois, Michael Schumacher ne parvient pas à remporter un titre avec la Scuderia Ferrari et tous les espoirs reposent désormais sur une saison 1999. 4e saison dans la Scuderia Ferrari et toujours aucun titre pour Michael Schumacher, et malheureusement pour lui, cette saison 99 commence très fort pour Mika Häkkinen et McLaren. Avec 8 points d'avance au championnat pilote, ce qui est quasiment une victoire à l'époque, on arrive au Grand Prix de Silverstone en Angleterre et Michael Schumacher va avoir un tournant dans sa saison qu'il n'aurait pas pu imaginer une seule seconde. À 200 km/h, Michael Schumacher s'est encastré dans le mur de pneus installé devant les rails de sécurité. Visiblement conscient, il n'a pas pu sortir seul de sa voiture. Le pilote est resté plusieurs minutes dans ce qui reste de la Formule 1 avant d'être évacué de la piste sur une civière. À la fin du premier tour, Michael Schumacher tente une attaque dans le virage de Stowe à l'intérieur. Dépassement audacieux, mais les freins arrière ne répondent plus. Les 4 roues de la Ferrari se bloquent. Le pilote allemand traverse le bac à gravier à toute vitesse. Michael Schumacher percute le mur de pneus de pleine face. Le bilan est grave, la jambe droite est brisée. Il est emmené à l'hôpital et ne pourra pas participer au reste de la saison 1999. Michael Schumacher ne reviendra que pour les 2 dernières courses de la saison, au Grand Prix de Malaisie et du Japon, prenant 2 fois la pole position et laissant 2 fois la victoire à son coéquipier qui jouait le titre contre Mika Häkkinen. Et ça ne suffira pas. Le pilote McLaren finlandais remporte son 2e titre de champion du monde. Sur le plan personnel, pour Michael Schumacher, c'est une année noire. L'année est totalement ratée. La consolation est quand même le titre constructeur pour la Scuderia Ferrari qui remporte son premier titre depuis 15 ans. Mais ça ne suffit pas pour l'Allemand. On ne peut pas se contenter d'un titre constructeur. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner le championnat du monde des pilotes. Et il veut surtout le faire pour faire taire les critiques. Parce que oui, en 1999, ça commençait fortement à douter de Michael Schumacher. Après 4 ans sans titre chez Ferrari, on peut comprendre que les fans et la presse commencent à ne plus croire en lui. La seule façon de faire taire les critiques pour Michael, c'est la piste. C'est le succès et les victoires, et c'est exactement ce qui va se passer en l'an 2000. La saison 2000 commence beaucoup mieux pour Michael Schumacher et Ferrari, avec 3 victoires lors des 3 premières courses. Mais la suite va être un petit peu plus compliquée. 4 abandons en 5 courses, 2 fois derrière Mika Häkkinen, qui permet au pilote finlandais de reprendre la tête du championnat. Le schéma se répète, le même scénario est sur le point d'arriver, et l'Allemand n'en peut plus. Il veut remporter son titre avec la Scuderia Ferrari. Le pilote allemand réussit à faire une fin de saison magistrale avec 4 victoires en 4 courses consécutives, dont une extrêmement importante en Italie. À Monza, sur les terres de Ferrari, Michael Schumacher égalise le record de victoires de Ayrton Senna, 41 victoires en Formule 1, et cette scène va laisser place à l'un des moments les plus marquants de la carrière de Michael Schumacher. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me.
Michael Schumacher craque totalement, s'effondre en sanglots devant la question du journaliste. On découvre alors une image rare qu'on ne pouvait pas imaginer face au pilote qu'il était, un pilote froid, presque sans émotion. On découvre alors l'homme sensible qu'il était. C'est l'une des rares fois où l'être humain a dépassé le pilote dans la carrière de Michael Schumacher. C'est l'une des rares fois où on a vu le vrai visage de Michael Schumacher, l'homme et non pas le champion du monde. Comme l'a très bien expliqué sa femme sur le film autour de la carrière de Michael Schumacher, lorsque Michael arrivait sur un paddock, ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Ce n'était plus l'homme attentionné, drôle, sensible et gentil. Il se transformait en une machine froide, sans émotion, programmée pour gagner. Cette image que Michael Schumacher s'était créée dans les paddocks de Formule 1 était aussi une sorte de protection pour un homme qui était extrêmement sensible, introverti et timide, pas du tout à l'aise avec la communication, les fans et les médias. Cette coquille lui permettait de se concentrer simplement sur son unique et seul objectif, remporter des courses de Formule 1. Cette peine en Italie a laissé place à de la joie au Japon lorsque Michael Schumacher remporte son premier titre avec la Scuderia Ferrari au Japon suite à une course magnifique et une stratégie parfaitement exécutée par Ferrari. Michael Schumacher s'impose devant Mika Häkkinen et redevient champion du monde de Formule 1. Il décroche le premier titre de la Scuderia Ferrari en 21 ans. Depuis 1979, l'Italie attendait ça. C'est le début de ce qu'on va appeler la Dream Team parce qu'à partir de ce jour-là, Michael Schumacher ne s'est plus arrêté. 2001, 2002, 2003, 2004, Michael Schumacher et Ferrari vont absolument tout gagner sur leur passage. En 2001, Michael Schumacher remporte le titre pilote avec 2 fois plus de points quasiment que David Coulthard qui termine deuxième. En 2002, Schumi termine 17 fois sur le podium en 17 courses. Quand je vous dis qu'on parle d'une domination, personne quasiment ne pouvait arriver à la cheville de Ferrari au début des années 2000, mis à part Kimi Raikkonen et McLaren en 2003 qui ont failli se rapprocher, qui ont failli venir déranger la Scuderia Ferrari et Michael Schumacher. À la fin, c'est toujours le même résultat. À la fin, c'est toujours Michael qui gagne et ça, c'est typiquement l'image de Michael Schumacher. Le travail acharné, la persévérance, la détermination et l'envie de gagner, c'est ce qui le caractérisait le mieux. À noter quand même dans cette période une course qu'il faut retenir, ou en tout cas un passage de la période Ferrari avec Schumacher, c'était à Imola en 2003 en Italie, dans un week-end totalement dominé de A à Z par Ferrari et Michael Schumacher. Cette course est marquée par la disparition de sa mère au matin même du Grand Prix. Michael Schumacher a réussi à remporter le Grand Prix en apprenant la disparition de sa propre maman, qui a laissé place à une scène très émouvante sur le podium et une situation qu'on n'avait encore jamais vue avec Michael Schumacher. À cette époque, Michael Schumacher et Ferrari remportent absolument tout et explosent les records. En l'espace de 5 ans, Ferrari et Schumacher remportent un total de 10 titres. L'Allemand remporte 5 titres pilotes consécutifs, qui est encore un record aujourd'hui. Il ira aussi jusqu'à remporter 91 Grands Prix, record tenu jusqu'en 2020 et battu par Lewis Hamilton. 7 titres de champion du monde, égalité avec Lewis Hamilton. Un record de pole position et de tours menés qui ont été battus depuis. Comme moi, vous avez peut-être découvert la Formule 1 à cette période. Comme moi, peut-être ça vous a permis de tomber amoureux de ce sport, ou à l'inverse, peut-être que vous avez détesté justement cette période. Peu importe, le pilote rouge sur la plus haute marche du podium, la voiture rouge, la première sous le drapeau à damier. Cette histoire, vous l'avez sûrement vue, vécue de vos propres yeux devant votre télévision. Et comme toutes les belles histoires, malheureusement, il y a une fin. Les meilleurs livres ont toujours une dernière page. En 2005, ce n'est plus Ferrari et Michael Schumacher qui dominent, mais Fernando Alonso et Renault. Tout ça dirigé par Flavio Briatore, l'homme qui avait programmé Michael Schumacher à ses débuts en Formule 1. La seule victoire de Schumi en 2005 restera Indianapolis, une course où seulement 6 pilotes ont participé. En 2006, la Ferrari semble regagner en performance, mais la compétition est rude, Renault est toujours favori. Le Baron Rouge remporte quelques Grands Prix, dont sa 4e victoire en Italie à Monza. Ça lui permet de revenir à 2 points de Fernando Alonso, leader du championnat. À ce moment-là, on est dans une lutte exceptionnelle pour le titre pilote. On peut avoir probablement l'une des plus belles fins de saison possibles. Michael Schumacher pourrait potentiellement remporter un 8e titre de champion du monde. Et après sa 4e victoire en Italie, en conférence de presse d'après-course, Michael Schumacher va faire une annonce qui va totalement bouleverser l'univers de la Formule 1. This is going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire.
from racing. Le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1 annonce sur ses terres en Italie qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. L'objectif, il est très clair, terminer de la plus belle des façons en remportant un 8e titre de champion du monde. Malheureusement pour Michael Schumacher, le titre ne va être que de courte durée. Au Grand Prix du Japon, avant-dernière course de la saison, l'Allemand est victime d'un problème moteur qui va le forcer à abandonner et détruire toutes ses chances de championnat du monde. Le dernier Grand Prix de Michael Schumacher sera donc au Brésil avec une performance exceptionnelle. Partant 10e sur la grille, Michael Schumacher effectue une remontée absolument exceptionnelle jusqu'au 8e tour où il va être victime d'une crevaison. En repartant dernier, à 2 doigts de se prendre un tour, Michael Schumacher va probablement effectuer l'une de ses plus belles courses en remontant jusqu'à la 4e position. Cette dernière course chez Ferrari, au final, aura parfaitement illustré le caractère de Michael Schumacher. Un homme bourré de talent qui n'abandonne absolument jamais. Même dans la difficulté, Michael Schumacher a toujours essayé d'améliorer la situation en recherchant toujours ce succès, en essayant toujours de se surpasser. Ce Grand Prix du Brésil 2006 marque donc la fin de la carrière de Michael Schumacher, un homme qui aura marqué une génération de fans de Formule 1 et qui aura marqué à tout jamais l'histoire de son sport. Publiquement, les raisons du départ à la retraite de Michael Schumacher sont plutôt simples. Il est père de famille de 2 enfants, l'objectif est simple, se reposer, profiter de sa famille et remplir son rôle de père et de mari de famille. Officieusement, si vous suivez bien la Formule 1 et que vous étiez déjà présent à l'époque, vous en avez entendu parler, il se pourrait que Luca Di Montezemolo, à l'époque président de Ferrari, aurait tout fait pour pousser Michael vers la sortie, allant même à l'encontre de Jean Todt qui lui voulait continuer avec l'Allemand. Di Montezemolo avait décidé de miser sur la jeunesse en signant un pré-contrat avec Kimi Raikkonen. Dans un premier temps, Michael Schumacher ne va pas quitter les paddocks de Formule 1 et va devenir consultant pour la Scuderia pour les aider dans la prise de décision, pour être présent sur le pit wall afin de guider la Scuderia, et ça va bien fonctionner. 2007, titre pilote et constructeur. 2008, titre constructeur. Cette histoire ne va pas durer très longtemps vu que Michael Schumacher va prendre du recul et quitter les paddocks de Formule 1 pour se concentrer sur sa famille, prendre du temps en Suisse près de Lausanne dans sa maison familiale et se consacrer à plein temps à ses enfants et leurs passions. Dans un premier temps, Michael Schumacher va énormément suivre son fils dans ses débuts en karting. Mick Schumacher, il sera présent à absolument toutes les courses, l'aidera sur la partie mécanique et s'occupera de son kart. Il va aussi s'occuper de sa fille et l'aider à monter à cheval, une passion que Michael partageait avec sa fille. On rappelle que Michael possède un énorme ranch avec de nombreux chevaux. Mais ce n'était pas la seule passion de Michael Schumacher. Michael Schumacher était quelqu'un qui ne pouvait pas rester à la maison à ne rien faire. Le ski, le parachute, le football, la moto, bref, Michael Schumacher était tout le temps en activité. Une fois à la retraite, Michael Schumacher était décrit par ses proches comme quelqu'un de jovial, souriant, tout le temps blagueur. Néanmoins, il manque encore une chose à Michael Schumacher, il lui manque cette addiction, et cette addiction, c'est la vitesse. Donc en 2009, en Espagne, Michael Schumacher va faire un test de Superbike et tout ne va pas se passer comme prévu. Lors de ce test, Michael Schumacher va avoir un accident grave et va se blesser. Commotion cérébrale avec 2 vertèbres cassées. Michael Schumacher est obligé de prendre du repos et de cesser toute activité. Assez paradoxal parce que cet accident arrive plus ou moins à la même période où Felipe Massa subit un grave accident en Formule 1 et Ferrari aurait aimé recontacter Michael Schumacher pour remplacer le pilote brésilien. Néanmoins, il n'en est rien. Michael Schumacher va passer l'année au repos pour se remettre pleinement jusqu'à ce qu'en fin d'année 2009, une énorme annonce bouleverse la vie de Michael Schumacher et sa famille. A very early Christmas present. I'd like to introduce Michael Schumacher. Biggest story of the season by some margin. Schumacher returns after 3 years away. Can he still cut it against these young guys? 4 ans après avoir pris sa retraite, Michael Schumacher fait son grand retour en Formule 1. Suite à une excellente saison en 2009, Brawn GP se fait racheter par Mercedes pour la saison 2010. Cette équipe est gérée par Ross Brawn, un ancien ami, un ancien collègue de Michael Schumacher qui va réussir à convaincre le pilote allemand de revenir au plus haut niveau du sport automobile. Les deux hommes avaient travaillé ensemble chez Benetton et chez Ferrari. Le succès les avait toujours liés entre eux, même si on se doutait bien qu'à 41 ans, les performances ne seraient pas aussi bonnes qu'au début des années 2000. L'effet marketing, l'effet presse est incroyable. Il s'agit d'une bombe en Formule 1. Le septuple champion du monde est de retour.
Mais malheureusement, notre plus grosse crainte va se confirmer. En effet, Michael Schumacher n'est plus du tout au niveau et sur ces 3 saisons chez Mercedes, il va être totalement dominé par Nico Rosberg. Michael Schumacher va avoir des saisons compliquées avec des accrochages, des mauvaises performances. On retiendra quand même quelques bonnes courses et surtout la saison 2012 où il effectuera son dernier podium en Espagne aux côtés de Raikkonen et Alonso. Sur cette même saison 2012, il était à 2 doigts de décrocher la pole position à Monaco, pénalisé pour un accrochage avec Bruno Senna sur le Grand Prix précédent. Il ne partira alors que 6e. Mais l'image qu'on retiendra de cette saison 2012, c'est sa dernière course en Formule 1. Des adieux bien évidemment exceptionnels et une course assez similaire à ce qu'il avait connu en 2006. Michael Schumacher est alors victime d'une crevaison en début de course qui va l'obliger à remonter et faire une course exceptionnelle. Et à quelques tours de l'arrivée, il va laisser passer Sebastian Vettel, alors en bataille pour le titre de champion du monde. Sebastian Vettel qui voyait littéralement Michael Schumacher comme un mentor, un idole, un grand frère. Et cette image est symbolique parce que Michael Schumacher va lui offrir la 6e position en le laissant passer et en lui permettant de remporter un 3e titre de champion du monde de Formule 1. La performance pour ce Grand Prix du Brésil était clairement pas le sujet principal pour Michael Schumacher. C'est un petit peu comme un passage à témoin pour Sebastian Vettel qui était son ami. Il l'avait annoncé lui-même plus tôt dans la saison, mais Michael Schumacher était fatigué. Il n'avait plus la motivation, il n'avait plus la même envie qu'au début des années 2000. Son souhait ultime était désormais de prendre sa retraite et prendre soin de sa famille en Suisse. Il était très heureux de son retour, d'avoir retenté une dernière fois, mais ne voulait pas continuer en Formule 1. Michael Schumacher laisse derrière lui un palmarès XXL, inimaginable. 7 titres de champion du monde, 307 grands prix, 91 victoires, 68 pole positions, 77 meilleurs tours. Michael Schumacher décide de quitter la Formule 1 en ayant laissé une trace sur plusieurs générations, en ayant marqué l'histoire de notre sport au fer rouge, peu importe la façon dans laquelle il partira. Tout le monde se souviendra du Baron Rouge, de l'homme qui a battu les records de Fangio, du premier septuple champion du monde de Formule 1. Mais malheureusement, personne ne pouvait imaginer ce qui allait attendre Michael Schumacher un an plus tard. Le dimanche 29 décembre 2013, quasiment un an après la retraite de Michael Schumacher, l'ex-pilote allemand va être victime d'un accident grave au ski à Miribel. Parti skier en montagne avec sa famille, Michael Schumacher va venir percuter violemment un rocher avec son crâne. L'impact sera tellement violent que la GoPro posée sur le casque de Michael Schumacher viendra entailler le crâne de l'ex-pilote de Formule 1. Les secours vont très rapidement venir en aide à Michael Schumacher en le transportant en hélicoptère, dans un premier temps à l'hôpital d'Albertville, puis l'hôpital de Grenoble. Malheureusement, la blessure de Michael Schumacher est grave. L'Allemand est victime d'un trauma crânien avec coma qui nécessite une intervention neurochirurgicale immédiate. À partir de là, Michael Schumacher va être plongé pendant de nombreux mois dans le coma. Pendant 6 mois, Michael Schumacher va subir de nombreuses opérations chirurgicales jusqu'au 16 juin 2014, au moment où l'agente de Michael Schumacher annoncera qu'il est en vie et sorti du coma et qu'il rentre chez lui en Suisse. Les dernières nouvelles qu'on a eues de Michael Schumacher datent de sa sortie de l'hôpital, où sa femme avait annoncé qu'il ne pouvait pas marcher ni tenir debout tout seul. Depuis, silence radio. Aucune information n'est sortie sur l'état de santé de l'ancien pilote de Formule 1. La famille souhaite rester discrète et demande à ce qu'on respecte justement l'intimité du pilote allemand. Les seules informations qu'on a réellement sur cette histoire, c'est que Michael Schumacher continue à avoir des soins à domicile. Sa femme l'a dit, Michael Schumacher est toujours là, il est différent, mais il est toujours en vie et c'est le principal pour la famille Schumacher. Malheureusement, l'histoire se termine d'une bien triste manière pour Michael Schumacher, un héros pour toute une génération. Autant adoré que détesté, admiré que méprisé, Michael Schumacher a marqué l'histoire de notre sport, considéré par beaucoup comme l'un des, voire le meilleur pilote de tous les temps. Michael Schumacher nous aura marqué de son talent, de sa passion, de sa détermination, mais surtout de son caractère unique. 100% perfection. To reach 100%, that's my target. I'm just the type of person. I couldn't live with anything lower.